Donc, on va aborder le sujet de l'argent. Alors, avant d'entrer dans le sujet, je veux préciser que en même temps, on va parler de l'argent et en même temps, on va s'en dissocier. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, de ressources, de messages, de programmes qui existent en lien avec l'argent, souvent en lien avec le fait de vous en faire gagner. Et moi, c'est pas ce dont je vais vous en faire parler, c'est pas ce dont je vais vous parler ce soir, parce qu'en fait, pour moi, le fait de gagner de l'argent ou le fait de se sentir à l'aise avec l'argent ou de faire fructifier son argent, quelle que soit votre recherche, en fait, parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a une recherche derrière. Tout ça, pour moi, c'est plus de l'ordre de la conséquence, d'accord, que le vrai cœur du problème. Donc, on va se positionner juste avant sur la relation qu'on a avec l'argent. C'est ce dont je vous ai parlé dans mon mail. C'était ça l'invitation. Et quand je parle de relation, je parle vraiment de la façon dont vous vous sentez avec l'argent. Donc là, on est vraiment dans ce rapport intime de, voilà, au-delà de tout ce qu'on a pu essayer auparavant, peut-être des affirmations positives, peut-être de tout ça. Comment je me sens vraiment avec l'argent dans mon corps? Parce que c'est à partir de cet espace-là qu'on va pouvoir ensuite créer sa vie financière. Donc aujourd'hui, le discours pour moi et ce que je vous partageais est vraiment en lien avec ce ressenti, avec cette présence qu'on a avec l'argent et avec quelque part notre capacité à l'aimer vraiment ou pas en fait. Et tout ça, ça nous dépasse. Le sujet, il vous concerne vraiment tous et toutes, parce qu'en fait, quels que soient vos moyens financiers, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous êtes à l'aise avec l'argent. D'accord? Il y a quand même des études qui ont prouvé que des personnes qui changeaient de milieu économique et donc je crois que la limite, les participants à cette étude passaient à 250 000 euros, enfin dollars parce que c'était une étude américaine, prouvaient qu'en fait ces personnes-là, en passant de 2 000 à 250 000 dollars et plus en fait par la suite, ne parvenaient pourtant pas à se sentir plus en sécurité avec l'argent. Donc ce sujet de comment je me sens avec l'argent, il est universel et il a vraiment rien à voir avec notre niveau financier. Vous avez des personnes qui sont très très riches et qui pourtant vont développer tout un tas de comportements, de malaise, de honte, de culpabilité en lien avec cette situation financière. Donc ça vient vraiment nous dire qu'il y a un malaise et qu'il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, fluide et apaisé dans cette relation avec l'argent. Euh, et ce ressenti, le fait d'être à l'aise avec l'argent, va vraiment aller conditionner toute notre vie financière, mais aussi plus largement, en réalité, quand on parle d'argent, on parle aussi de qu'est-ce que je m'autorise, euh, à quel point je me permets, par exemple, de valoriser mon travail si vous êtes à votre compte. Moi, je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à facturer juste, d'accord? Quel est le droit que je me donne d'être heureux, de recevoir? Enfin, c'est hyper large comme sujet. On va aborder trois grands axes. Donc d'abord, on verra la manière dont se forment au niveau neurologique nos comportements financiers, notre relation à l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment en fait dans le cerveau? Parce que l'argent est abordé de plein de sujets, mais c'est avant tout une réalité neurologique. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se façonne? Et pourquoi donc on a ces comportements et aussi bah, pourquoi en fait on ne change pas de réalité financière aussi facilement que ça. D'accord? Je sais que beaucoup de gens ont essayé plein de choses et moi aussi, je vous en parlerai après brièvement pourquoi j'en suis arrivée à vous parler d'argent aujourd'hui. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous dépasse et c'est important de le dire aussi pour vous permettre, je dirais, d'abaisser une forme de culpabilité ou de sensation de ne pas être assez ou de ne pas faire les choses correctement. Ensuite, on va parler vraiment du rôle de notre cerveau dans la capacité financière de chacun. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités financières. On n'a pas tous la même capacité à accueillir la même somme d'argent. On n'a pas tous la même capacité à être à l'aise dans le fait de rester avec l'argent. Quand je parle de rester avec l'argent, je vise notamment les personnes qui font état de problèmes de dépenses compulsives ou, vous savez, la dépense qui arrive toujours au moment où il y a un petit peu d'argent qui rentre. Tout ça, c'est vraiment un signe d'une insécurité dans le fait de parvenir à rester avec l'argent, d'être entouré de cette abondance. Et puis aussi bah, la capacité de faire fructifier l'argent, peut-être d'investir, etc., etc. Et puis, on parlera moi, ce que j'appelle la zone de sécurité financière, c'est-à-dire cette zone
je dirais, qui va dicter notre capacité à générer de l'argent, de l'abondance et quelque part, euh, qui peut vous laisser toujours au même niveau financier. Voilà. Il y a beaucoup de personnes aussi comme ça qui expliquent que quoi qu'elles fassent, elles arrivent toujours plus ou moins au même revenu. Même quand elles ont de l'argent, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elles vont revenir au même niveau. Et donc, on a l'impression un petit peu d'être bloqué. Donc ça, moi, j'appelle ça la zone de sécurité financière. D'abord, si vous ne me connaissez pas, même si je sais que normalement vous me connaissez, mais je vais me présenter pour les personnes qui verraient le replay et qui ne me connaîtraient pas. Donc moi, je suis Angela Jabert, je suis enseignante en ligne depuis 2014 et je me suis formée en neurologie appliquée il y a plusieurs années de cela. Euh, j'ai créé aussi la première plateforme francophone de régulation du système nerveux qui s'appelle Nervous System Wells. Et donc aujourd'hui, je partage des outils de neurologie appliquée pour eh bien, faciliter sa vie personnelle, mais aussi sa vie professionnelle. Aujourd'hui, je vous parle d'argent parce que c'est le fait d'être moi-même en fait tombée à un moment dans une forme de course à plus, à un moment un peu fragile de ma vie après avoir eu mes deux enfants. J'avais déjà une activité qui était florissante. Et puis, on commence à regarder un petit peu autour de soi et on se dit, mais tiens, est-ce que je suis assez? Est-ce que je fais assez? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille quelque part essayer de gagner encore plus et de faire plus. Et c'est une très longue histoire, mais ce que ça m'a appris, c'est que c'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui a créé plus de sécurité en moi, et que quelque part, en augmentant mes revenus financiers, j'augmentais aussi mon anxiété financière. Et que je me suis trouvée dans des situations un peu étranges où, alors oui, j'avais plus d'argent, mais j'étais toujours dans cette angoisse de me dire, et si, alors c'était plus comment je vais finir ma fin de mois, c'était, et si demain tout s'arrêtait? Et si je perdais tout? Et s'il se passait quelque chose? Bref, je me suis vraiment rendu compte que euh, il y avait toujours quelque chose, même en ayant plus, qui n'allait pas. Donc ça m'a beaucoup interrogée. Et de l'autre côté, dans cette course à plus, j'ai été, je dirais, happée par ces mouvements, maintenant que j'arrive à appeler de gourous un petit peu, qu'on peut trouver sur Internet, et qui m'ont poussée dans des méthodes de coaching un peu étranges, qui m'ont fait beaucoup perdre confiance en moi dans cette course à l'argent, à essayer de créer plus d'argent, de formater mes pensées, mes croyances, etc., etc. Et tout ce que j'en ai retiré, c'est une grosse perte d'estime de moi, une grosse remise en question aussi de se dire, mais pourquoi l'argent a autant d'importance dans ma vie en fait? Parce qu'en réalité, c'est pas ça le cœur de tout ça. Et surtout, cette vraie question qui est née en moi et qui m'a porté, donc ce que je me suis formée d'abord en neurologie appliquée, ensuite en accompagnement des sportifs de haut niveau, toujours avec la neurologie appliquée. Et puis finalement, j'étais vers le trauma financier. Qu'est-ce qui fait qu'on change? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de recevoir? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de justement de sortir de sa zone financière? Qu'est-ce qui fait qu'avec toutes les méthodes d'accompagnement, beaucoup de personnes en fait sont toujours au même niveau financier et sont toujours avec les mêmes difficultés? Donc ça, c'est vraiment ce qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Ce sont toutes ces questions en fait qui m'ont habité. Et ce qui a été intéressant, c'est quand j'ai découvert que notre relation à l'argent, elle est absolument pas rationnelle. Elle n'est absolument pas rationnelle. Donc effectivement, on peut travailler ses pensées, ses croyances, etc. Mais ça, c'est secondaire. Parce que notre relation à l'argent, elle est vraiment liée à notre cerveau et à ce qu'on appelle le trauma financier qu'on va aborder ce soir ensemble. Euh, alors, pas de peur quand je parle de trauma, je ne parle pas de troubles psychologiques ou je ne sais quoi. Je sais que pour beaucoup de personnes, le terme trauma peut faire peur, mais je vais essayer de vous le présenter de façon très accessible et vous permettre surtout de mieux vous connaître, de mieux comprendre ce qui a pu créer votre réalité financière d'aujourd'hui. Euh, je vais faire démarrer la présentation. Je vous ai préparé des petits slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, donc aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel qui est le trauma financier. Donc, vous allez découvrir pourquoi il influence vraiment profondément votre relation à l'argent. Vous allez découvrir pourquoi il influence vos émotions, pardon, vos comportements et puis, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour en sortir. Alors, donc, déjà, vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une relation déséquilibrée avec l'argent. Et en fait, il y a beaucoup d'indices qui peuvent vous mettre
sur le chemin. Déjà, ce qui est très intéressant dans le lien avec l'argent, c'est que il y a tous les excès. Il y a des personnes qui vont être dans le trop, dans les dépenses compulsives, excessives, dans le fait d'avoir des pulsions comme ça qui vont les mener à dépenser absolument ce qu'elles ont. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec cette difficulté à rester avec l'argent. Il y a le cercle de la dette. On ne sait pas pourquoi on se retrouve toujours endetté. Il y a aussi des personnes qui, au contraire, ne savent pas dépenser, qui ont du mal à se faire plaisir même quand elles ont de l'argent, qui ont toujours cette appréhension, là aussi, même s'il y a de l'argent, de l'avenir, de ce qui peut se passer. Il y a toujours en fait cette peur du manque. Il y a l'évitement financier qui concerne beaucoup de personnes, bien plus qu'on ne le croit. Moi, je sais que j'étais un petit peu comme ça une période de ma vie. J'avais pas trop envie de regarder ce qui se passait sur mes comptes en banque. On peut éviter aussi les discussions financières. On peut éviter ses factures même. Il y a plein de façons. Plein de choses qui viennent nous parler d'évitement financier. Et puis, il y a l'économie frénétique, il y a aussi l'extrême rejet de la société de consommation, il faut le dire. Je veux dire, à un moment, si je suis dans une position extrêmement virulente face à tout ce qui est consommation, dépenses, etc., euh, est-ce que j'ai pas moi-même un trauma financier qui me pousse à rejeter toute cette société? En fait, qu'est-ce que ça vient vraiment dire de moi? Alors attention, hein, je dis pas que la société de consommation, ce soit génial, mais il y a des personnes comme ça chez qui c'est vraiment quelque chose de viscéral et de très, très compliqué. D'accord? Donc, dans ces cas-là, il y a souvent un trauma derrière. Il y a aussi les personnes qui vont dépenser plus pour les autres que pour elles-mêmes. D'accord? Donc, être dans cette notion de sacrifice financier, avoir toujours besoin de justifier ses dépenses, etc., etc. Il y a plein de signes de ce déséquilibre, à vous de trouver le vôtre. Et je tiens à dire que ce n'est pas le fruit de mauvaises décisions ou d'un manque de discipline. Ça, c'est important de le dire. Vous allez me dire, bah oui, mais si je dépense n'importe comment, c'est que j'arrive pas à me discipliner. Non, parce que si vous dépensez n'importe comment, je pense que vous serez capable de me dire que soit avant, soit après, ça va pas en fait. Soit avant, vous êtes pris par quelque chose qui vous tient le ventre et qui vous pousse à dépenser frénétiquement, soit après, vous êtes pris par cette culpabilité, ces remords, cette honte d'avoir dépensé. Donc, c'est quelque chose de plus profond qui vous amène à faire ça et ça s'appelle le trauma financier. Quand on parle de trauma financier, beaucoup de personnes voient les extrêmes, d'accord? Mais en réalité, pour citer Gabor Maté, qui est un psychiatre de renom et qui travaille énormément justement sur le trauma, le trauma, ce n'est pas ce qui arrive à une personne, mais c'est ce qui s'imprime en elle. En intelligence neurosomatique, on dit que le trauma, en fait, c'est l'empreinte. C'est ce qui va rester dans le corps d'une situation. Certes, ça peut être une situation violente qu'on a vécue, mais ça peut aussi être un climat, une accumulation de situations qu'on peut caractériser comme des stress qui vont être vécus dans le corps, hein. Et oh là, Alfred, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas, ma souris bouge toute seule. Et, euh, et, et donc, c'est vraiment important de se dire, voilà, c'est quelque chose qui se passe en nous et qui n'est pas quelque chose, et qui peut être attaché à simplement un climat familial ou quoi que ce soit. Par exemple, pour vous permettre de resituer les choses plus correctement, vous allez vivre un accident de voiture, d'accord? L'accident est derrière vous, pourtant à chaque fois que vous allez reprendre la voiture, vous allez avoir un stress. Typiquement, c'est la trace qui est restée en vous de l'accident, c'est l'empreinte, c'est le trauma. Dans le cadre financier, si on parle de trauma financier, eh bien c'est l'empreinte de vos expériences passées liées à l'argent. Donc, ce trauma, ce qui est assez particulier, on parlera un peu plus du cerveau ensuite, hein, mais c'est qu'il est vraiment lié à l'interprétation que notre cerveau va faire de ce que l'on a vécu au niveau financier. Donc souvent, quand on parle de manière, comment dire, de matière financière, on parle quand même d'événements répétés, d'un climat de stress répété. Donc souvent, c'est dans l'enfance, c'est le terreau dans lequel on a vécu. Mais ça va aussi être, par exemple, je ne sais pas si vous êtes une personne qui a connu un revers de fortune.
d'accord, et que vous avez dû passer par des épreuves financières très compliquées, le trauma peut aussi se former à ce moment-là de votre vie. Donc, disons, pour revenir à l'enfance, que vous avez grandi dans une famille en difficulté financière, votre cerveau a enregistré ce stress comme une menace pour votre survie. D'accord? L'implication survie-argent, elle est centrale, on le verra juste après. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est que si votre survie est en danger, vous imaginez bien la quantité de stress que cela va créer dans votre corps. Et ce qui se passe dans le cadre du trauma financier, c'est que donc il y a une situation, mon cerveau interprète, et parce que le cerveau a besoin de mettre du sens sur les choses, il va créer une histoire que moi j'appelle le script financier et qui va en fait ensuite conditionner ma façon de vivre avec l'argent, de recevoir l'argent, de concevoir l'argent, etc., etc. À l'inverse, hein, parce qu'encore une fois, je veux vraiment vous faire comprendre que trauma financier ne veut pas dire manque d'argent. Euh, Vous pouvez grandir dans l'abondance et avoir des scripts financiers négatifs qui vont vous dire que, euh, par exemple, je pense à une de mes clientes, vous pouvez vous dire, tiens, mes parents ont changé de niveau financier. Mes parents ont réussi, ils ont changé de niveau financier. Et elle m'expliquait que lorsqu'elle allait en vacances dans la famille l'été, on leur faisait toujours ressentir cette différence. Ah ben eux, ils ont réussi. Donc ça devenait un petit peu les nouveaux riches, la honte, ils se la jouent, etc. Ils se permettent plein de choses, etc., etc. Et donc elle a, je dirais, intérioriser une grande honte en lien avec ses finances, comme si cette différence et le fait d'avoir de l'argent n'était pas quelque chose de bien. Voilà. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que personne n'est épargné par le trauma financier, quels que soient vos moyens financiers. Il y a une interprétation qui s'est faite de votre situation financière et c'est cette interprétation qui va créer vos réactions face à l'argent. Parce que ces scripts financiers, donc on a l'interprétation, elle crée des scripts, vont créer des réponses automatiques de la part de votre cerveau, de la part de votre système nerveux. Le système nerveux, c'est le système opérationnel. C'est lui qui récolte les informations de tous vos systèmes sensoriels, qui va les interpréter, et ensuite qui va créer une réponse. D'accord? Et ces scripts, ils influencent vos comportements, vos émotions, votre capacité à gérer, à générer l'argent, à l'apprécier. Ils décident de votre limite financière et surtout de votre manière de vous sentir avec l'argent. Euh, ils font partie intégrante de votre identité. D'accord? C'est-à-dire que votre cerveau, il croit en ces scripts. Ils les ont et il les a éprouvés. Si on reprend tout à l'heure l'exemple de cette croyance qui dit, bah voilà, avoir de l'argent, c'est être différent et c'est pas bien et c'est une source de honte. Pourquoi ça s'est créé? Ça s'est créé parce qu'il y a eu cette répétition de sensations de honte, de culpabilité. Et puis peut-être que elle était dans un contexte dans lequel elle entendait aussi à la télé que on devrait taxer plus les riches et qu'elle a entendu des choses négatives en lien avec la consommation, en lien avec le fait d'avoir des belles choses. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des confirmations de ces scripts qui viennent confirmer à notre cerveau qu'il est sur la bonne voie et qu'il a raison. Donc, quand je dis qu'ils font partie de votre identité, c'est que quelque part, à un certain niveau, ils vous ont permis de survivre. Quand on parle de survie, on ne parle pas juste du fait de manger tous les jours. On parle vraiment aussi de la survie émotionnelle dont nous avons besoin en tant qu'être humain. Donc, c'est vraiment fondamental de se dire que changer son rapport à l'argent, c'est pas juste euh, du jour au lendemain se décider à accueillir plus. C'est être capable de se rendre compte que ce que vous avez été, voilà, de ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat d'une mécanique qui s'est mise en place pour vous permettre de survivre et pour vous permettre d'être mieux accepté par les autres ou pour vous permettre de faire face à un stress. Ces scripts, ils ont euh, créé des croyances, ils ont créé des pensées, d'accord? Ils ont créé des préjugés, ils ont créé des biais. On ne peut pas, par exemple, avoir un script qui dit avoir de l'argent, c'est mauvais, et des pensées hyper positives sur l'argent. D'accord? Donc ça va vraiment créer un écosystème intérieur dans notre positionnement en lien avec l'argent qui va déterminer
comment on se sent tout simplement avec cette énergie financière. Donc c'est pour ça que des approches basées uniquement sur la pensée positive, sur les affirmations ou le changement de croyance échouent à produire un changement durable. Parce que qu'importe ce que vous vous dites consciemment sur l'argent et qu'importe combien de fois vous allez répéter que l'argent est merveilleux et que vous l'aimez et que vous l'accueillez, si dans votre corps il y a un stress, une insécurité, un malaise, un mal-être lié au trauma en lien avec l'argent, si on ramenait ça à la vibration, même si c'est pas du tout le sujet du jour, c'est pas ce que vous vibrez. C'est pas ce que vous portez en fait. Donc vous avez une espèce de d'incohérence entre quelque part ce que votre cerveau cognitif veut et de l'autre côté ce que votre système nerveux est capable de recevoir et d'accueillir. Euh, et donc seule une approche neurologique peut casser ces boucles pour quelque part vous permettre de réécrire l'histoire et vous permettre d'envisager votre relation à l'argent différemment. Parce qu'il faut quand même rappeler un principe fondamental dont on n'entend pas au final tant parler que ça, c'est que tout ce que nous faisons au niveau le plus fondamental est lié à une activité cérébrale. Aussi bien nos fonctions autonomes que la respiration, la digestion, je sais pas, cligner des paupières, etc., que tout le reste, nos pensées, nos émotions, nos réactions, nos mouvements, en fait, au niveau le plus fondamental, tout ça est lié à une activation cérébrale quelque part. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de personnalité sans cerveau. D'ailleurs, en intelligence neurosomatique, on dit qu'on n'a pas vraiment de personnalité. On est surtout caractérisé par nos réactions. Et nos réactions sont le fruit de notre système nerveux en lien eh bien, avec ce qu'il a appris, en lien avec la façon dont nous nous sentons, en lien avec ce que nous vivons à un moment T. OK? Donc, quelque part, si on veut opérer un quelconque changement en soi, c'est d'abord à la dimension du cerveau qu'il faut s'adresser. Et je ne parle pas du mental, hein. Le mental, c'est la partie cognitive qui, certainement, elle veut évoluer, elle est orientée vers l'avenir et vers la croissance. Je parle vraiment du cerveau, l'organe, et de tout ce qui va avec, le système nerveux notamment. Et c'est à cette partie-là qu'il faut s'adresser, parce que sans le système nerveux, aucun changement n'est possible. Et j'en viens à une distinction qui est fondamentale à comprendre. Je vais rendre les choses très très simples parce que déjà le but c'est pas de faire un cours de neurologie, mais aussi parce que c'est simplement pour vous expliquer comment ça se passe concrètement. En neurologie appliquée, on parle du vieux cerveau et du nouveau cerveau. Ce sont c'est une distinction qu'on utilise surtout chez les anglophones, tout simplement le vieux cerveau parce qu'il s'est construit en premier et le nouveau cerveau qui est beaucoup plus récent. Le vieux cerveau, c'est vraiment la partie arrière. Alors, je ne sais pas où est ma souris, elle est là. La partie arrière, euh, c'est la partie qui gère la survie. D'accord? Si ce vieux cerveau devait se poser une question, il se demanderait toute la journée, est-ce que je suis en sécurité? C'est le tronc cérébral, c'est le système limbique, donc c'est aussi tout ce qui est en lien avec les émotions. Le vieux cerveau, c'est le siège de nos automatismes, de nos réactions automatiques. Euh, et quand j'emploie le terme survie, encore une fois, c'est au sens large, hein. Donc c'est aussi bien effectivement nous garder en vie que nous garder connectés aux autres. Ce qui est hyper important en plus dans le lien à l'argent, parce que quand on parle de l'argent, quelque part, on est toujours aussi en relation avec le monde. Euh, donc c'est protéger la vie et la survie émotionnelle. C'est aussi l'endroit où sont développées nos réponses au stress. Vous avez certainement déjà entendu parler de fight, flight, freeze, flop. C'est très à la mode en ce moment, mais en fait, si juste on le ramène à la vie, c'est là que sont toutes nos habitudes aussi, nos tentatives d'évitement, notre procrastination. Et c'est là donc que sont aussi nos dépenses compulsives, notre anxiété, notre peur du manque. Tout ceci est géré à cet endroit-là. C'est un cerveau qui n'est pas rationnel. Donc, lorsqu'on parle du vieux cerveau, il faut se dire que autant évolué que nous sommes, nous avons toujours cette part de nous qui n'est pas rationnelle, qui fonctionne vraiment sur un aspect très
très brute, en fait. Je suis en sécurité ou je suis pas en sécurité. Et si je suis pas en sécurité, je déclenche une certaine réaction et qu'importe si ce n'est pas ce qui est le mieux pour moi. Ce vieux cerveau, il cherche la satisfaction sur le court terme, immédiate. Il ne va pas réfléchir sur le long terme et sur ce qui est mieux pour notre situation économique. Donc c'est tout ce qui se passe maintenant et comment je survis maintenant. Et puis il y a le nouveau cerveau, le cortex. Et là, c'est le siège de nos réactions rationnelles. C'est lui qui vous donne certainement envie d'avancer, de vous améliorer, peut-être de faire fructifier vos finances, votre société. C'est lui qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, de prendre du recul sur les situations que vous vivez. De prendre aussi vos décisions de manière, je dirais, posée et lucide. Et un de ses rôles principaux est d'inhiber le vieux cerveau. Donc c'est un petit peu le frein qui vient dire, attends, calme-toi, on va se calmer, on va faire les choses autrement et c'est peut-être pas si grave que ça. Le problème, c'est que notre cerveau a évolué pour assurer notre survie, absolument pas pour assurer notre bien-être. C'est bizarre de se dire ça, mais c'est vrai, cérébralement, en fait, votre cerveau, il en a rien à faire que vous vouliez être plus abondant ou que vous ayez envie de monter une boîte ou que vous ayez envie d'économiser. C'est pas ça le vrai sujet. D'accord? Et donc, aujourd'hui, dans des situations perçues comme menaçantes, c'est ce vieux cerveau qui va prendre le contrôle. Il faut aussi savoir que tout ce que vous vivez, absolument toutes les informations sensorielles, donc au sens large, hein, qui rentrent au sein du système nerveux, passent d'abord par ce vieux cerveau. Donc, votre premier filtre de la vie, en général, c'est un filtre de survie. C'est un filtre qui doit venir dire est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je ne suis pas en sécurité. Et ensuite, si tout va bien, ça passe à l'avant du cerveau. D'accord? Et comment ça impacte la relation à l'argent? Eh bien, l'argent est perçu comme notre cerveau, comme quelque chose qui est directement lié à notre survie. En fait, c'est notre société qui a créé cela. Parce que sans argent aujourd'hui, je ne peux pas me loger, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas me soigner. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, au-delà de ce qu'on sait cognitivement, ce que notre système nerveux sait, ce que notre cerveau sait, c'est que l'argent est directement lié à notre survie. Donc, si ma survie est en danger, si mon système nerveux, si mon cerveau euh, interprète, voit un danger dans cet argent, je vais développer des comportements. Donc, qui sont la réalité financière que vous vivez aujourd'hui ou vos réactions face à l'argent, qui vont être des réactions et des mécanismes de protection. Donc, quand on va s'interroger sur le trauma financier et quand on va s'interroger sur la manière dont se sentir plus à l'aise avec l'argent, la vraie question, c'est comment aujourd'hui est-ce que je peux faire pour que euh, moi, mon cerveau, tout ce que je suis, se sentent en sécurité de nouveau avec cette énergie financière et que je n'ai plus besoin de faire à un niveau complètement inconscient des choix qui ne me permettent pas de me sentir à l'aise avec tout ça. Parce qu'au final, l'énergie d'abondance, c'est beau et pourtant on a du mal à la vivre. Et comme je vous disais, donc le trauma financier touche toute catégorie de personnes. Et les expériences traumatiques liées à l'argent vont créer des scripts financiers qui eux-mêmes vont créer des comportements, des habitudes et des émotions en lien avec l'argent. Et ça, c'est un concept qui est très intéressant en neurologie et là qu'on va vraiment ramener complètement aux finances. On appelle ça les neurotags. Les neurotags, alors le terme peut faire sourire, hein, mais c'est le vrai terme. C'est que lorsque vous vivez une expérience, telle qu'elle soit, d'accord, vous allez avoir plein de zones du cerveau différentes qui vont s'activer. Toutes ces zones du cerveau, quelque part, elles vont enregistrer votre expérience, aussi bien au niveau de ce que vous avez vu, senti, peut-être ressenti, en fait, toutes les informations sensorielles en lien avec la situation que vous vivez. D'accord? Et
ça va s'ancrer sous forme de mémoire. Et ces neurotags vont créer des réactions. Et quand vous allez revivre une partie de ce neurotag, donc de cette empreinte d'activation neuronale, vous allez réactiver tout le neurotag dans son intégralité et vous allez réactiver la réaction. Si on ramène ça juste sur un vocabulaire très simple sans parler de neurotag, vous allez, par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple très concret. Euh, vous êtes dans un supermarché avec l'un de vos parents, vous allez avoir envie de demander un jouet. Voilà. Et puis à ce moment-là, votre mère vous regarde de façon peut-être un peu menaçante, un peu jugeante, en vous demandant est-ce que tu penses que c'est vraiment la priorité d'acheter ce jouet ce soir? Bon, en tant qu'enfant, vous allez quelque part englober cette situation. Donc, vous allez peut-être vous rappeler de son regard un peu accusateur. Vous allez vous rappeler que dans votre corps, à ce moment-là, vous vous êtes senti mal, peut-être un peu coupable, peut-être un peu honteux d'avoir demandé quelque chose et qu'elle vous ramène à une situation financière qui est pas la bonne. Vous allez vous rappeler de son ton. Bref. Eh bien, il est possible que plus tard, dans votre vie d'adulte, à chaque fois que vous avez envie de vous faire plaisir, il suffit que vous croisiez, je ne sais pas, le regard de votre conjoint qui va simplement vous dire, tu penses qu'on a vraiment besoin de cette dépense-là? Ou de toute autre situation qui a un rapport avec cette première situation-là, eh bien, vous allez avoir la même réaction. Donc la même peur, ou la même anxiété, ou la même culpabilité, ou la même honte d'avoir voulu vous faire plaisir. C'est ça le principe du neurotag, d'accord? Et donc, je vais toujours réactiver la même réponse parce que c'est la façon la plus appropriée que mon cerveau a trouvé une seule fois, une fois, et qu'il va répéter, 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 parce que les neurotags se renforcent avec le temps, au fur et à mesure de leur activation. Un neurotag, c'est comme une photo cérébrale qui a été prise d'une situation qui a été vécue. Et donc, ça renferme, comme je vous disais, les mémoires, des pensées, des sensations corporelles et des informations sensorielles. Euh, Un autre exemple, vous avez grandi dans l'insécurité financière, vous allez avoir un neurotag qui va mettre en relation argent et stress. Donc, à l'âge adulte, ce neurotag, il va entraîner des comportements d'évitement de l'argent ou de surcompensation, comme les dépenses excessives ou l'épargne compulsive. D'accord? Mais ce que je vais vous faire comprendre par ça, donc d'une part, c'est que c'est complètement automatique. Donc, si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à changer certains de mes comportements financiers ou pourquoi est-ce que j'y reviens, c'est que c'est automatique. C'est que d'un point de vue tout à fait physiologique, les neurotags ont une masse. Et donc, la masse, le neurotag qui a la masse la plus importante va être celui vers lequel votre cerveau va toujours revenir. En d'autres termes, les comportements financiers auxquels vous êtes le plus habitué vont être les comportements que votre cerveau va privilégier parce que leur masse, parce que la masse du neurotag, au niveau physiologique, hein, là je l'entends vraiment, est plus importante puisque ce sont des circuits toujours activés, donc qui sont bien connus, donc qui sont simples à activer pour votre cerveau. Euh, Et ce que j'ai marqué à la fin est vraiment important dans le but, c'est que on a aussi tendance à voir tout ce qui est désordre financier. Alors oui, ce sont des autosabotages, etc., tout ce qu'on veut, et on a tendance à les envisager avec quelque part beaucoup de honte et beaucoup de dédain en se disant qu'il faut absolument les tuer et puis c'est tout. Euh, Moi, ce que j'aimerais aussi vous faire comprendre, c'est que toutes vos habitudes financières, tous vos comportements financiers sont avant tout une tentative pour votre système nerveux de recevoir quelque chose. Et la plupart du temps, c'est d'apaiser un stress. Vous pouvez là prendre quelques instants pour vous demander, mais concrètement, qu'est-ce que je recherche au travers de ça? Au travers de ma dépense compulsive? Au travers, au contraire, de mon économie frénétique? Qu'est-ce que je recherche quand je vais toujours me mettre dans un cercle de dette alors que je sais très bien que c'est mauvais pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas au fond du fond derrière ce comportement un stress que j'essaye de calmer? Là, c'est vraiment pour moi l'envie quelque part de vous aider
abaisser un peu la culpabilité et à développer une plus grande compassion de vous et de votre manière de gérer votre argent et de vous considérer tout simplement. Tout ce que je viens de vous décrire est totalement inconscient, d'accord? Et quand je vous disais que c'est automatique, c'est que il y a un autre principe qui est important pour le cerveau, au-delà de nous garder en vie, c'est la préservation de l'énergie. Ça, c'est, on va dire, le deuxième grand job de notre cerveau. Et ça, là, on est vraiment sur quelque chose de plus large que le seul sujet de l'argent. On est juste sur le seul sujet du changement. Parce que changer sa relation à l'argent, c'est aussi compliqué que de tenir les bonnes résolutions que tout le monde prend en début d'année. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cerveau, le changement, c'est pas quelque chose de positif, en tout cas pour notre vieux cerveau. Parce que qui dit changement dit manque de prévisibilité. Le cerveau, pour nous garder en vie, est comme une machine à prédire qui va en permanence se baser sur ce qu'on a vécu, sur ce que l'on ressent, et qui va comme ça émettre des prévisions. Lorsque vous avez toujours le même comportement, lorsque vous restez dans les mêmes situations, lorsque vous restez un peu dans les mêmes endroits, en fait, c'est facile pour votre cerveau, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il sait déjà ce qui va se passer, c'est facile à prévoir. Donc, d'un point de vue euh, énergie, c'est facile aussi de mesurer la réponse, la dépense énergétique et donc de vous protéger, de vous garder en vie. Lorsque vous allez commencer à vouloir changer votre réalité ou changer votre relation à l'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce chemin-là que vous lui proposez, ce nouveau chemin d'activation cérébrale, il ne le connaît pas. Et c'est de cette façon-là qu'en fait, vous allez commencer à tomber dans des réponses au stress, dans des comportements qui ne vous plaisent pas, dans des comportements de compensation, dans des dépenses ou dans des angoisses ou dans une anxiété financière qui n'en finit pas. C'est parce que le stress du changement que vous voulez produire n'est pas supportable. Vous n'avez pas la capacité, en fait, comment dire, d'y faire face. Et ça, c'est quelque chose dont on parle jamais au niveau de l'argent. Mais changer, donc changer d'habitude, changer en soi est extrêmement compliqué pour le cerveau, c'est extrêmement stressant. Mais changer de niveau financier, c'est encore plus stressant. On le verra juste après, mais c'est encore plus stressant. D'accord? Donc, si vous n'avez pas cette capacité de euh, faire face à ce stress au niveau du système nerveux, donc d'avoir un système nerveux qui est suffisamment en sécurité autour de l'idée de l'abondance et de sortir de votre zone financière, vous ne pouvez pas changer vos comportements financiers. D'accord? Et le problème, en fait, qui se passe aujourd'hui au niveau des méthodes pour changer son lien à l'argent, c'est qu'elles vont toutes s'adresser au cortex, à la partie évoluée. Donc, on va se dire, je suis un être abondant, on va peut-être replanifier ses finances, on va parler de volonté. Tout ça, c'est génial. Le nouveau cerveau, il est capable de faire. Mais votre ancien cerveau, il n'en a rien à faire de votre volonté. Pour l'ancien cerveau, euh, quelque part, vous êtes en train de l'amener vers quelque chose qu'il ne maîtrise pas, vers un stress qu'il n'est pas capable de gérer. Donc ce changement ne pourra pas s'effectuer. Vos neurotags restent intacts. Et c'est aussi cette notion de neurotag, vous pouvez vraiment la mettre dans tous les contextes de la vie. Pourquoi est-ce que les gens en général repartent vers leurs vieilles habitudes, vers les schémas qu'ils connaissent? C'est à cause de ces neurotags. Ces schémas cérébraux qui sont connus, qui ont été éprouvés, qui sont puissants au niveau de la masse et qui vont sans cesse être préférés par le cerveau. Donc si le trauma financier n'est pas adressé, si on n'a pas travaillé sur la sécurité, si on n'a pas euh, créé de la sécurité autour de la création de nouveaux neurotags, justement, on ne peut pas changer sa réalité financière. Et donc en intelligence neurosomatique, on ne cherche pas à forcer le changement parce qu'on le considère vraiment comme je dirais, la conséquence naturelle, en fait, de la sécurité. Le jour où je me sens en sécurité avec l'argent, je suis capable de le garder, je suis capable de faire des dépenses éclairées, par exemple, de me dire, bah non, ça, j'en ai pas besoin, ou ça, pour l'instant, j'ai pas les moyens, sans que ça ne génère de réponse au stress en moi. Je suis capable de me faire plaisir. Je suis capable d'augmenter mes tarifs parce que je suis à l'aise avec le fait de recevoir. Je suis capable
d'arrêter de toujours, je ne sais pas, payer pour tout le monde. Je suis capable d'avoir des relations de cœur sans me demander si on n'essaye pas de profiter de moi ou quoi que ce soit, en fait. Tout ça, c'est juste une conséquence secondaire de ma capacité à être en sécurité avec l'argent. Donc nous, on s'appuie vraiment sur ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui est la capacité naturelle de votre cerveau à changer, qu'on va orienter, hein, parce qu'il y a le cerveau, il peut prendre de bonnes habitudes quelque part, mais aussi de mauvaises. Et on va créer de nouvelles connexions et donc de nouveaux neurotags pour arriver naturellement au changement souhaité. Et c'est ça qui va nous permettre, en allant stimuler certaines zones spécifiques du cerveau, par des exercices ciblés, couplés à l'apaisement du système nerveux, de pouvoir sortir des réactions automatiques de survie. Donc c'est pour ça que je vous disais que le cerveau est vraiment au cœur de votre relation à l'argent et on a besoin de cette rééducation qui est vraiment une rééducation neurosomatique pour changer son niveau de sécurité financière. Du coup, je vous ai trop parlé et j'étais déjà j'étais déjà en avance sur sur ce slide. Et ça, c'est une autre, comment dire, donnée qui est très importante, la zone de sécurité financière. Je voulais vous en parler parce que j'ai souvent entendu, et ça aussi, je l'ai vécu à une période de ma vie, des personnes qui partageaient le fait que, quoi que je fasse, je suis toujours au même niveau. D'accord? Et ça, je l'ai vu chez toutes sortes de personnes, même des entrepreneurs qui, par exemple, me disaient, euh, je vais gagner une certaine somme. Inlassablement après, il va se passer quelque chose qui va faire que je vais plus tellement gagner d'argent et qu'en réalité, quand je lisse un petit peu mes rentrées d'argent sur l'année, c'est toujours la même chose. D'accord? Ou vous touchez de l'argent et il se passe quelque chose comme par hasard qui fait que cet argent doit vous quitter. Et c'est pareil, cette zone de sécurité financière, c'est vraiment quelque chose qui se construit d'après ce qu'on a appris, d'après ce que raconte notre histoire avec l'argent. Et de tout ça va s'imprimer en nous, eh bien, une norme financière. Alors, ça peut être la norme de l'abondance, mais ça peut aussi être la norme du manque. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette norme, c'est ce que notre cerveau connaît, c'est ce qui lui est familier, et c'est ce vers quoi il va toujours essayer de revenir. Parce qu'encore une fois, notre cerveau a évolué pour notre survie et pas pour faire de nous des êtres abondants. Donc, survie, conservation d'énergie, habitude à un certain niveau de stress, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu où je me rendais compte au tout début, quand je me suis lancée à mon compte, que euh, moi, j'étais addict quelque part au fait de créer de l'argent quand je n'avais pas d'autre choix que d'en créer. C'est-à-dire, je faisais de belles ventes. Derrière, il allait se passer quelque chose qui allait faire que j'allais plus trop avoir envie de travailler ou j'allais me laisser du temps en me disant, bah, j'ai de l'argent devant moi, donc c'est bon. Et puis, c'est au moment où ma situation devenait un petit peu plus inquiétante en me disant, ouh là, il y a quand même une zone d'insécurité, que j'allais retrouver l'élan d'aller régénérer de l'argent. Et donc, moi, dans mon propre modèle financier, j'étais habituée, en fait, à ce stress financier. Et il fallait que je revive et que je retouche du doigt, ou plutôt que je ressente dans le corps, l'angoisse financière pour être remotivée à me remettre à l'action. Et ça, c'est lié à mon histoire, à mon passé, à ce que j'ai vécu dans ma famille, où il y avait des oscillations comme ça, etc. Et ensuite, ça s'est inscrit en moi, dans ma façon de vivre l'argent. Donc ça peut vraiment se manifester de plein de façons. Peut-être que vous dépensez tout ce que vous avez. Peut-être que vous avez beaucoup d'irrégularités dans votre façon comment dire, de recevoir l'argent. En bref, la zone de sécurité financière, c'est un peu votre plafond de verre, le truc que vous n'arrivez pas forcément à dépasser. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est liée au trauma financier, à ce que le cerveau a choisi comme norme et qui fait que
Lorsque vous allez tenter de sortir de cette norme, en réalité, bah, c'est comme si vous vous attaquiez à une partie de votre identité. Sur un des slides d'avant, je parlais de la notion de meute, d'accord? Parce que dans le trauma financier, il y a vraiment un lien profond avec le rapport à l'autre. Comment je suis perçue par les autres, comment je suis acceptée par les autres. Un enfant va, par exemple, adopter souvent la même vision financière que ses parents, que son groupe, que son milieu, que sa culture, en fait. Le trauma financier, c'est quelque chose qui ne nous touche pas que nous. Donc, quand je suis dans une zone financière, c'est que aussi dans cette zone financière, j'ai trouvé quelque part mes pairs, PAIRS, euh, j'ai trouvé un groupe auquel je m'identifie. Et ça, on le voit d'ailleurs beaucoup chez des personnes qui arrivent à un moment à mieux gagner leur vie et qui ont honte, par exemple, de parler de leur argent ou de ce qu'elles peuvent s'offrir, etc., etc. Parce que quelque part, c'est comme une infidélité faite à la meute dont elles viennent. Donc, changer de sécurité financière, c'est aussi arriver à des questionnements du type, mais je suis qui dans cette nouvelle zone financière? Quelle est mon identité? Comment est-ce que je me reconnais? Comment est-ce que euh, je me sens avec ces personnes qui m'ont accompagnée jusqu'ici? Est-ce que je vais être moins aimée par ces personnes-là? D'accord? Donc il y a vraiment ces problématiques-là aussi qui vont se poser, là encore qui sont la plupart du temps inconscientes, mais je suis sûre que si vous y pensez maintenant ou après cette conférence, vous allez peut-être voir chez vous aussi ces schémas-là, de vous demander, mais ça veut dire quoi pour moi de sortir de ma zone? Ou juste, ça veut dire quoi pour moi de me sentir en sécurité financière? Ça veut dire quoi pour moi d'avoir des fins de mois sereines? Ou ça veut dire quoi pour moi d'arriver à dire à mes amis que je me suis offert de belles choses? Donc il y a des choses qui sont extrêmement profondes et qui se travaillent aussi au niveau du cerveau en allant agrandir sa capacité financière. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais regarder vos questions juste là, si vous pouvez identifier une zone financière chez vous qui est toujours là. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on combine tout ça, c'est-à-dire neurotag, script financier, zone de sécurité financière, comment vous voulez juste comme ça changer votre relation à l'argent? C'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible sans la neurologie appliquée. Je regarde vos questions. Les nouvelles habitudes mettent 4 à 5 mois pour s'ancrer, nécessité de plasticité neuronale. Alors, c'est pas tout à fait exact, Alfred. Notamment, les études en lien avec tout ce qui est rééducation physique, d'ailleurs, disent qu'on est plutôt sur des plusieurs dizaines de milliers de répétitions, ne serait-ce que pour avoir une nouvelle habitude posturale. Ça, ce sont vraiment des croyances un petit peu qu'on entend partout, ou alors il faut 21 jours pour changer d'habitude. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Le changement, ça prend du temps et je pense que c'est aussi important de l'accepter dans cette société dans laquelle on nous dit toujours que tout doit aller très vite et tout doit être instantané. C'est faux. Aussi parce que vous imaginez bien que des habitudes enfin des choses qui vous constituent et qui se sont, euh, je dirais, formées ces 30, 40, 50 dernières années ne vont pas disparaître en 45 jours comme ça. Le changement, ça prend du temps. Et je pense que ce temps, il faut arriver à le voir non pas comme quelque chose de négatif, mais en réalité comme quelque chose de puissant et de constructif qui nous permet vraiment de nous accompagner vers une nouvelle identité, qui nous permet vraiment de nous accompagner en douceur. Et peut-être justement que si on prenait plus de temps, on aurait moins de personnes qui feraient, entre guillemets, les mauvais choix, euh, qui évalueraient mal les conséquences de leurs actes. Parce que vous savez, euh, parfois on se lance dans des choses qu'on a mal évaluées ou on se lance dans des choses et on ne se demande pas si on a la capacité pour en revenir à cette notion de capacité, moi qui est vraiment centre de mon travail, c'est est-ce que j'ai vraiment la capacité de vivre ça aujourd'hui? Est-ce que j'ai la capacité énergétique, physique, euh, mentale? À une période de ma vie, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui étaient souvent dans des recherches de croissance et qui venaient me voir avec des grands rêves du type l'année prochaine, je veux faire
tant d'argent, où je multipliais mon chiffre d'affaires de temps, et je leur disais, oui, mais est-ce que tu as la capacité aujourd'hui? Tu as des enfants qui sont jeunes, ton énergie c'est déjà compliqué, etc. Et on finissait par se rendre compte que, bah, en fait, non, il n'y avait juste pas la capacité. Et donc, l'argent, c'est aussi ça. Est-ce que j'ai la capacité enfin, la capacité au niveau de mon système nerveux aujourd'hui de vivre cette abondance que je souhaite? D'accord? Euh, Est-ce qu'il ne me faut pas un peu plus de temps pour m'accompagner, pour me sentir en sécurité, pour me dire que je me délaisse d'une partie de mon histoire aussi quand je change de niveau financier ou de ressenti face à l'argent? C'est pas juste l'argent, c'est une partie de mon histoire, de qui j'ai été, peut-être de l'histoire de mes parents, peut-être de choses tellement plus larges. Donc le changement, ça prend plus que 45 jours, ça j'en suis certaine. Alors, Hortense nous dit qu'elle se reconnaît dans le cas du plafond financier, s'occuper d'abord de traiter l'ancien cerveau, puis du nouveau cerveau. Bah, c'est surtout, en fait, on ne peut pas traiter l'ancien cerveau. Ce qu'on peut faire, c'est se ramener à la sécurité, à un niveau de sécurité qui peut nous permettre, effectivement, ensuite d'aller vers un raisonnement plus cognitif. Florence me demande si le cerveau primitif peut sortir des réactions automatiques de survie, combien de temps ça prend? Euh, pour se ramener à une zone de sécurité dans le corps, dans le ressenti, je dirais que c'est assez rapide de ressentir la sécurité. Ce qui va mettre plus de temps, ce qui demande de l'investissement, eh bien, c'est d'aller ancrer ces nouvelles habitudes dans le quotidien. Je vais vous en parler juste après. Je suis plutôt économe et ne cesse d'aider financièrement un ami qui, lui, dépense aussitôt tout l'argent dont il dispose et ça dure depuis plus de 20 ans. Et oui, schéma ancien rassurant, tout à fait. Peut-on aller chercher des ressources guérissantes sur l'argent par les vies antérieures, ces cerveaux reptiliens? Là, c'est vraiment pas le sujet, en fait, quelque part. Moi, je suis vraiment dans la sphère du corps et la sphère du présent. Quand je repense à mes dépenses, voyage, par exemple, ça a toujours été dans l'effort. C'est ça. Allez, je vais remettre le partage d'écran et je reviendrai sur vos questions après. C'est vrai que la notion de temps, c'est quelque chose qu'on me demande toujours, assez souvent. Combien de temps ça prend? Euh, En fait, à un certain niveau, les approches un mois et toute votre vie va changer, elles sont pas tellement réalistes. Donc oui, vous vous dites, je l'ai vu passer, ok, j'ai compris comment je résous le problème concrètement. Je vous avais expliqué dans mon mail que je vous présenterai mon programme qui commence bientôt sur ce thème-là. Déjà, j'espère que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vous permet d'avoir une plus grande vision des choses, de mieux vous comprendre et comprendre vos comportements. Si vous avez des questions à la suite de ce webinaire, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y répondrai avec grand plaisir. Il y a à peu près quelques mois de ça, je me suis lancée dans le projet de Brain of Money, le cerveau de l'argent, parce que j'avais envie de, quelque part, de rassembler un petit peu ce en quoi moi je crois et d'apporter une méthode qui est réaliste, c'est-à-dire, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous dire, vous allez révolutionner votre vie financière dans 3 semaines. Par contre, je suis là pour dire que en travaillant sur la neurologie appliquée, vous avez la certitude d'obtenir un résultat. Mais oui, ça demande de s'accompagner, ça demande de prendre soin de soi. Et si vous avez eu le temps de tester les affirmations positives, vous pouvez tester autre chose. Donc, c'est vraiment une approche complète en 3 axes, neurologique, somatique et cognitif et qui est vraiment orienté autour du trauma financier pour aller casser ces boucles neurologiques que vous avez appris jusqu'ici et vous permettre de construire une sécurité financière durable. Et j'insiste vraiment sur ce terme, une sécurité. Mon but avec ce programme, c'est pas juste que vous puissiez gagner plus d'argent demain, c'est que tout au long de votre vie, vous puissiez être capable de vous sentir en paix, qu'il n'y ait pas ce truc dans le ventre qui fait que vous êtes mal à l'aise, que vous n'arrivez pas à dire non, que vous continuez, comme disait une des personnes dans le chat, à payer pour quelqu'un alors que vous n'avez pas envie de le faire foncièrement, euh, et que vous puissiez retrouver simplement une liberté d'être à l'aise avec l'idée de recevoir et de jouir librement de ce que vous créez.
Je suis la seule personne, aussi parce que je suis certifiée professionnellement en neurologie appliquée, qui vous propose d'utiliser ce levier pour rééduquer vraiment votre cerveau. En douceur, sans forcing, on n'essaie pas de se convaincre de quoi que ce soit, mais on va en douceur vers la sécurité financière. Euh, le but, bah, c'est de désamorcer les réactions automatiques. D'accord. Vous allez apprendre à comprendre vos circuits neuronaux liés à l'argent. C'est pas du tout une formation de neurologie appliquée. Il y aura rien de lourd, mais c'est aussi acquérir un discernement et une plus grande connaissance de ce qui se passe vraiment en vous et derrière vos comportements. C'est un petit peu prendre du recul, regarder les choses avec davantage de hauteur pour pouvoir aussi les envisager autrement. Et si vous me suivez depuis quelque temps déjà, vous savez que en intelligence neurosomatique, on travaille avec des exercices très spécifiques qui s'adressent à nos systèmes sensoriels. Hein. C'est pas du yoga, c'est pas de la PLN ou je ne sais quoi. On travaille avec les systèmes sensoriels qui vont envoyer certaines informations à notre cerveau et permettre d'instaurer la sécurité et permettre de créer le changement et surtout changer cette interprétation que fait notre cerveau bah, de l'argent. L'argent n'est plus menace et stress, mais l'argent est abondance, tranquillité, confort. Et c'est ça qu'on recherche en fait dans ce que je propose. Donc le but, c'est que vous arrêtiez de vous saboter financièrement et puis bah, tout simplement que vous ayez une relation fluide avec l'argent. Le deuxième, j'ai un souci avec mes slides, on va y arriver. Le deuxième pilier de Brain of Money, ce sont vraiment les pratiques somatiques. Donc le but, c'est apaiser le système nerveux, c'est libérer les tensions stockées dans le corps. Euh, Comme vous le savez sans doute, moi j'ai une approche très orientée vers l'avenir et moi la première, je supporte pas les trucs où il faut parler sans 7 ans de son histoire. En général, on connaît très bien son histoire, on connaît très bien ses traumas, on connaît très bien ce qui nous a fait souffrir. Le but, il n'est pas là. Le but, il est vraiment d'aller traiter ce qui est là aujourd'hui et ce qui vit encore dans votre corps. D'accord? Euh, et je pense que c'est ça, quelque part, pour ceux qui croient en la guérison de l'enfant intérieur, c'est peut-être ça, en fait. C'est accompagner la part de soi qui est bloquée dans l'enfance, mais qui est encore bloquée en soi, dans le soi adulte, vers la guérison. Donc, on apprend à gérer le stress lié au changement financier, parce qu'il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est que tout changement crée du stress, tout changement, absolument tout, que ce soit changer d'habitude ou changer sa réalité financière, mais que si vous avez les outils de vivre ce stress, vous êtes capable d'aller au-delà. Ce qui se passe en général, c'est que vous allez avoir du stress dans une vie qui est déjà très stressante, avec plein d'autres choses à gérer. Vous allez vous imposer un changement de quelque chose et vous n'allez pas être capable de le gérer, ce changement-là. Parce que pour votre corps, pour votre système nerveux, ça fait trop. Donc, le but des pratiques somatiques, c'est que vous ayez des ancrages que vous pouvez activer dans votre quotidien et évidemment dans ce programme qu'on va vraiment mettre en lien avec l'argent, la sécurité financière et le fait de s'amener vers autre chose. Et donc, que vous soyez capable de d'accompagner votre cerveau, votre corps dans ce stress et de passer de l'autre côté. D'accord? Donc, vers plus de sérénité. Euh, et que vous puissiez aussi, je dirais, prendre des décisions à partir d'un autre espace, un espace de paix, de sérénité, de clarté, et non pas d'angoisse ou quoi que ce soit. D'accord? Parce que quand je vais dépenser compulsivement, je ne suis pas dans la rationalité. Et c'est quand ces pratiques somatiques nous permettent de nous adresser, je dirais, de rassurer le vieux cerveau, qu'on peut, comme Alfred nous le disait, oui, parler au nouveau cerveau, mais c'est uniquement parce que c'est un espace de sécurité. Moi, comment dire, parfois on parle avec des gens et c'est vrai que le vieux cerveau, on l'appelle le cerveau reptilien. Et tout de suite, il faut le faire taire, il faut le barricader, mais en réalité, c'est aussi un garde-fou. Alors, c'est un garde-fou qui part dans tous les sens, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces réponses au stress et tous ces comportements sont aussi là pour nous dire que dans notre réalité, il y a peut-être quelque chose qui est trop. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas encore à pleinement incarner. Il y a peut-être quelque chose euh, qui est trop grand pour notre capacité actuelle. Donc ça ne veut pas dire change de but et contente-toi de ce que tu as, mais ça veut dire, tiens, il y a peut-être une autorisation supplémentaire
à me donner ici. Et le troisième pilier, donc, c'est la reprogrammation plus cognitive, où là, on va travailler brièvement sur les croyances et surtout sur des émotions plus profondes comme la culpabilité, etc. Mais toujours englobé de pratiques somatiques parce que là encore, si on fait un travail cognitif sans que le corps ne soit en sécurité, ça ne servira à rien. Je vais faire une petite interruption pour vous montrer le programme parce qu'il commence le 22 février, donc c'est bientôt. C'est un programme que j'ai voulu créer basé surtout sur du live, des ateliers en direct qui vont durer environ 2 heures, interactifs, où on partage ensemble, où il y a une partie évidemment d'enseignement, d'explication, de pratiques somatiques, etc. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut pour travailler la relation avec l'argent. Donc, c'est un voyage en 7 semaines. Le principe, c'est qu'on se retrouve tous les samedis pendant environ 2 heures au travers d'un atelier en direct. Si vous n'êtes pas là, vous avez le droit au replay. Si vous avez besoin d'échanger avec moi, vous avez une adresse mail qui est dédiée, vous avez une communauté. Et chaque semaine, on va vraiment visiter quelque part des aspects du trauma financier, mais qui sont aussi, comment dire, liés à nous, mais qui sont aussi plus larges, liés à la société, liés aux émotions, liés aux autres. La première semaine, elle est vraiment axée sur les spécificités du trauma financier. D'accord? Sur la compréhension de vos comportements financiers et on va vraiment travailler sur le comment casser cette boucle de l'automatisme des réactions. La deuxième semaine, on va travailler sur les désordres financiers, c'est-à-dire quelle est votre relation à l'argent, la vôtre. Et puis aussi, quel est le message que porte cette relation, donc le script neurologique qui a à son origine. On va aussi parler de challenges émotionnels plus subtils et puis de la régulation que recherche votre système nerveux. Qu'est-ce que cherche votre unique système nerveux au travers de tel ou tel comportement? Parce qu'encore une fois, il y a toujours une recherche derrière. La semaine 3, je l'ai marquée surprise parce qu'on va aller voir une émotion qui, pour moi, est l'émotion clé du trauma financier. On va parler d'une émotion qui est à la base de la culpabilité, du fait que vous n'arriviez pas à dire non, du fait que vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Euh, Ça va être intéressant, ça va être profond, ça va être assez remuant, mais c'est très important de travailler dessus. La semaine 4, on abordera le sujet de l'urgence parce que c'est un vrai sujet de société. On a toujours l'impression qu'on va rater une opportunité de quelque chose, donc ça peut nous pousser à faire de mauvais choix et aller engrammer en nous des prises de décision qui sont absolument pas les bonnes. Euh, L'urgence aussi dans le rapport au temps, parce qu'il y a un vrai lien entre le temps et l'argent qu'on abordera ensemble et dans le fait d'arriver à se sentir en sécurité dans ce temps. euh, et puis, on parlera aussi évidemment de la dopamine hein, qui nous pousse dans cette recherche à nous déconnecter de nos vrais besoins. La semaine 5, on travaillera vraiment sur le script financier. Donc, comment je travaille au niveau somatique ce script financier. On va pas aller chercher des choses irréalistes. Si aujourd'hui, vous avez peur ne serait-ce que de dépenser un petit peu, on va pas vous mettre à la tête d'une grosse entreprise. Mais justement, c'est aussi un travail, c'est-à-dire comment est-ce que je peux m'ouvrir à une forme d'abondance en respectant ma capacité qui, petit à petit dans le temps, va s'ouvrir. La semaine 6, justement, on parlera toujours et encore plus de zone financière en abordant la sphère plus cognitive pour vous retrouver qui je suis en dehors de cette zone financière, comment me retrouver, me reconnecter à moi, me reconnecter aux autres et me sentir en sécurité dans cette transition. Et le module 7, c'est vraiment un module plus large en fait, où on va parler aussi de nos besoins. Ça me semblait très important de parler de ça. Surtout suite à des retours de plein de personnes avec qui j'ai pu échanger et qui me disaient, tiens, je me suis rendu compte que je courais après des choses que je ne voulais pas réellement, mais parce que j'avais l'impression que c'était ce que je devais faire pour être acceptée. Donc c'est un module où on va parler de besoins, de qui vous voulez être, de ce qui est vraiment l'argent pour vous. Euh, Comment vous pouvez être à la fois prospère et à la fois respectueux de votre capacité et de qui vous êtes. Et voilà, donc vous pouvez
C'est un programme que j'ai tarifé au prix de 497 € pour cette première session. Vous pouvez régler jusqu'en 3 fois. Et donc, on travaille, bon, comment? Oui, on travaille, ça va être un travail ensemble, à partir du 22 février. Donc, ce n'est pas ce week-end, mais c'est le week-end prochain, tous les samedis à 9 heures heure française. Euh, et puis voilà, je crois que vous avez toutes les informations. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous avez envie d'en savoir plus et je reviens à vous pour répondre à vos questions. Alors, Fabienne demande si ça ressemble au travail sur le nerf vague. Alors, le nerf vague est une partie du système nerveux. C'est un peu notre différence en intelligence neurosomatique. C'est-à-dire qu'en général, aujourd'hui, système nerveux est assimilé au nerf vague. Le nerf vague est une partie du système nerveux. Dans notre approche, on va s'adresser au système nerveux dans son intégralité et on travaille sur les systèmes sensoriels. Par exemple, vous aurez des exercices avec le système visuel, la proprioception, l'interoception. En fait, le but, c'est de se dire que euh, votre cerveau base l'interprétation qu'il fait d'une situation, dont une situation financière, sur les informations qui lui parviennent. Et qu'en général, quand il y a un défaut d'interprétation, c'est parce qu'il y a un défaut au niveau des systèmes sensoriels. Donc, lorsque vous allez travailler vos systèmes sensoriels, vous rendez le monde extérieur et le monde intérieur, donc vos ressentis, vos émotions, plus clairs. Lorsque votre cerveau n'est plus préoccupé à essayer d'éclaircir votre monde extérieur ou votre monde intérieur, vous pouvez retrouver cette capacité cognitive de prendre les bonnes décisions, d'avancer, etc. Donc, on abordera le nerf vague très brièvement. Il y aura quelques exercices qui toucheront le nerf vague, mais le nerf vague n'est absolument pas le centre de ce programme. Il n'y aura pas de stimulation du type aller prendre une douche froide ou je ne sais quoi, ce qu'on lit beaucoup de choses en ce moment là-dessus sur le nerf vague. Pas du tout. Ça va rester doux et simple à faire et accessible pour tout le monde. Alors, même sentiment de passionnant qu'Ioana, j'expérimente que même avec la capacité, en effet, il y a un renoncement à ma famille, son histoire, les traumas de ma mère, l'impression de passer un cap, celui de la capacité, un autre défi identitaire profond. Oui, l'argent, c'est pas juste une somme sur un compte en banque, en fait. L'argent, ça va vraiment toucher notre relation aux autres, au monde et notre place. Et en particulier, quand on vient d'une famille, par exemple, qui a manqué, être peut-être le premier ou la première dans la famille à ne pas manquer à être dans l'abondance, à s'autoriser aussi de vivre peut-être différemment, peut-être aussi à se confronter aux paroles de notre famille si on a entendu des choses un peu négatives sur l'argent, sur la consommation, s'autoriser soit à être dans cet argent et dans cette consommation, ça vient nous chercher dans quelque chose de profond. Donc c'est en ça que lorsque je change de zone financière, c'est pas juste des chiffres, je change aussi d'identité. Et c'est pour ça que on va retrouver chez des personnes qui changent de zone financière, on peut retrouver de nouveaux troubles. Ça peut être je vais tout dépenser, je vais tout donner à tout le monde parce que j'ai honte d'avoir de l'argent. Je disais à des personnes avec qui j'étais en formation récemment que j'avais vu sur YouTube une émission très intéressante justement où il parlait du trauma lié à l'argent. Et la présentatrice télé dit à un moment, vous savez, le fait d'écouter tout ça me fait remarquer que lorsque je m'achète un vêtement, dès qu'on va me dire que j'ai un beau vêtement, je vais me sentir obligée de dire, ah non, mais ça m'a pas coûté grand-chose. Donc je vais tout de suite me sentir obligée de justifier une valeur parce qu'en fait, je suis mal à l'aise. Au fond de moi, je me rends compte que je suis mal à l'aise de me dire que je me suis acheté de belles choses, que j'ai peut-être dépensé beaucoup et que j'ai honte qu'on me juge par rapport à ça. Donc, vous voyez, le trauma financier va prendre des formes tout à fait diverses et l'argent n'en préserve pas. L'insécurité financière se construit souvent en réaction à une insécurité affective vécue dans l'enfance. Est-ce que l'on travaille d'abord en premier? Euh, Je pense que c'est un raccourci, Michel, de tout de suite dire insécurité financière, insécurité affective. En tout cas, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps en lien avec quelque chose qui manquait. Parce que vous pouvez avoir une maman extrêmement aimante, enfin je parle d'une maman mais un papa aussi, hein. Vous pouvez avoir des parents extrêmement aimants, d'accord, et avoir un trauma financier profond parce que vous avez vu vos parents
par exemple, manquer de tout ou se priver, je ne sais pas, de nourriture pour vous nourrir, par exemple. Donc, c'est vraiment peut-être un raccourci de se dire manque d'argent et manque affectif. Non, il y a des parents extraordinaires, mais qui ont absolument pas d'argent et malheureusement, l'enfant vit ça. L'enfant ressent l'anxiété de ses parents, l'enfant ressent le stress, l'enfant ressent que c'est tendu, l'enfant ressent que lorsqu'on lui fait un cadeau, alors il ressent la joie de ses parents, mais il ressent aussi peut-être le poids financier que ça a représenté pour eux. Donc on n'est pas forcément sur une carence affective, on est sur un stress qui a été ressenti, qui a été emmagasiné, qui a été appris et, euh, et qui va ensuite ressortir d'une façon ou d'une autre. Donc non, on va pas. C'est vraiment un programme qui va travailler sur ce qui est là aujourd'hui. On va pas forcément remonter dans l'enfance, etc. Évidemment, il faut apporter un discernement sur ce que vous avez vécu, mais on va plutôt accompagner le corps, je dirais, à évacuer ce stress qui est là, qui est toujours là, comme si vous aviez toujours cette partie de vous qui est là pour pouvoir avancer. Ai-je le droit de gagner de l'argent avec mon travail? Bien sûr. La question, c'est est-ce que je me donne le droit de gagner de l'argent avec mon travail? C'est plutôt ça. On est malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est bien. En réalité, l'argent, c'est très bien, ça n'a rien de négatif. On en a besoin aussi pour vivre et le confort financier, c'est très bien. C'est pas du tout, le but de tout ça n'est pas de diaboliser l'argent. L'argent, en fait, on peut pas changer le monde sans argent aujourd'hui, il faut être clair. Donc on en a aussi besoin. C'est plutôt de se dire, et s'il y avait plus d'enjeux dans cette relation, quoi? S'il y avait plus de tension, s'il y avait plus euh, d'imbrication avec la valeur personnelle, etc. C'est ça le problème aujourd'hui. Merci, Mana, et à bientôt. Donc, il sera possible de casser les répétitions familiales. Bah, c'est le but. Le but, c'est de se redonner la liberté, d'avoir une relation fluide avec l'argent, euh, qui n'est plus conditionnée soit par ce qu'on a appris dans notre enfance, soit par notre milieu social, culturel. Comme je vous disais, et c'est très important de le comprendre, c'est que le trauma financier peut aussi venir de ce climat social et culturel. Justement parce que l'argent aujourd'hui est notre moyen de nous loger, de nous nourrir. Enfin, on n'a pas d'autre manière de vivre. On ne fait pas de troc, enfin, sauf dans certaines communautés, mais globalement, on a besoin d'argent. Et c'est en soi un stress. Juste ça peut créer une forme de trauma financier, de ressentir cette pression, de ressentir le fait que si je n'ai pas assez, je ne peux pas vivre, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas nourrir mes enfants, je ne peux pas payer mes factures, etc., etc. Donc le trauma financier aujourd'hui, c'est une réalité qui est universelle et qui mène à des comportements qui peuvent être complètement je dirais, incohérent avec l'origine du trauma. Je peux avoir un trauma lié au manque et pourtant dépenser frénétiquement. Mais parce que dans cette dépense frénétique, il peut aussi se jouer beaucoup de choses. Il y a des personnes qui vont dépenser frénétiquement parce que elles vont avoir, par exemple, elles ont dans leur vie une sensation de ne pas avoir de pouvoir. J'ai pas de pouvoir, je me sens pas en force dans ma vie, je me sens très vulnérable. Et quelque part, le fait d'être dans cette dépense frénétique me donne le pouvoir au moins de décider de ce que moi je fais de mon argent et quand est-ce que moi je le dépense. Ça peut paraître un peu tordu, mais pourtant, ce sont des mécanismes comme ça qui se mettent en place. Donc c'est complètement inconscient et ça ne s'en va pas si facilement parce qu'il faut déjà avoir conscience que, tiens, mais ce que je fais là dépasse ma simple pensée cognitive. Ce travail sur notre stress lié au financier peut-il avoir des résultats sur d'autres stress ayant une autre origine? Alors oui, parce qu'en fait, les stimulations neurosomatiques que vous allez apprendre, ensuite, vous pouvez les faire pour tout. Mais en fait, c'est le but en pratique, hein, en pratique. Donc, vous aurez des exercices que je vais vous apprendre. La rééducation neurosomatique, elle se fait sur de la répétition. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on veut, le but ultime, c'est de ramener notre cerveau à la sécurité. Si vous pratiquez une fois par semaine, bon, ça va être bof bof en termes de résultats.
je vous demanderai un investissement personnel qui est facile, hein, mais qui est de faire vos exercices quotidiennement. C'est aussi pour ça que vous aurez accès à une communauté, c'est de se dire, voilà, en étant un peu en immersion un peu intensive et de pratiquer tous les jours, d'avoir des petits rappels, des petites choses, ça va vous montrer que c'est facile à intégrer au quotidien. Et c'est l'accumulation de ces pratiques et de se dire, tiens, je sais pas, trois, quatre fois dans ma journée, je prends une minute, deux minutes, c'est pas très long pour travailler mon système nerveux et faire certaines stimulations, vont me permettre de me rendre compte que je me sens mieux, que je dors mieux, que je suis moins angoissée, que je me sens plus calme, que j'ai les idées plus claires. Juste pour vous donner aussi, je dirais, pour vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre d'avancer ensuite de façon autonome. Mais c'est pas des grosses pratiques, c'est pas une heure par jour, ce ne sont pas des choses compliquées, ce sont vraiment des choses qui vont être, je dirais, facilement euh, intégrées au quotidien. Des héritages répétés de mes arrière-grands-parents jusqu'à mon père. Oui, ce sont des histoires de famille qui, quelque part qui nous marque parce qu'on a entendu des choses. Là, vraiment, j'essaye de rester loin de toute chose en lien avec le transgénérationnel, etc. Même si c'est là, hein. C'est pas du tout une façon pour moi de discréditer tout ça. C'est vraiment réel. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous intéresse dans le trauma, c'est qu'est-ce que tout ça a laissé en moi, en fait. Qu'est-ce qui reste en moi? Qu'est-ce qui vit en moi des histoires de mes arrière-grands-parents? Euh, Comment est-ce que je peux me permettre de vivre, moi, l'abondance et la sérénité financière quand quelque part l'histoire qui est écrite en moi, c'est que l'argent mène quelque part peut-être à la perte, euh, s'il y a des héritages, bah, au désamour, vous voyez? Il y a des choses comme ça qui s'ancrent. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir de vous parler de tout ça et j'espère que cela vous a aidé. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Si vous souhaitez rejoindre le programme, ce sera une joie de vous accompagner. Vous avez une réduction de 200 euros là avant que le programme ne commence. Et puis voilà, dans tous les cas, le message que je voulais faire passer ce soir, c'est compassion. Euh, c'est peut-être vous permettre de vous regarder autrement, de regarder vos comportements autrement. Et je pense aussi que quelque chose d'important à retenir, c'est que le changement, ça s'accompagne. C'est pas si évident, même si cognitivement, ça donne envie. Et laissez-vous le temps. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et j'aurai plaisir de vous retrouver au travers certainement d'autres partages bientôt. Au revoir.